Et on va accueillir Je suis désolée. nos experts en réadaptation respiratoire. Bonjour. Donc le temps que Roscoff Sophie et Gien. Pardon, désolé, on voulait déjà gagner du temps. Le temps que Sophie mette en place le diaporama, d'abord vous remercier de nous donner l'opportunité de vous parler de cette étude qui, on va dire, est à ce jour la plus grosse étude jamais réalisée sur l'intervalle training chez les patients mucos. En général, quand je dis ça, 15 jours après, dans le Journal of Cystic Fibrosis, il y a les Danois ou les Suédois qui publient 200 patients avec des VO2 avant-après. Mais bon, en attendant, ce sont vos patients, puisque ce sont des patients que vous avez adressés à Roscoff ou à Gien pour des séjours de réadaptation respiratoire. Donc, on va vous parler de la faisabilité et de la tolérance de ce programme de réentraînement fractionné à haute intensité. Alors, bon, vous le savez, les bénéfices de l'activité physique dans la muco sont bien connus. Il va bientôt y avoir un nouveau PNDS, mais dans l'ancien PNDS, on disait des séances de 20 à 45 minutes, 3 fois par semaine, faites le calcul, d'un travail en endurance, en résistance, et qui se faisait à une intensité modérée, si on regardait la fréquence cardiaque par rapport au seuil ventilatoire, donc pas au maximum, mais un peu plus bas, entre 50 et 75%. Or, on sait, on se rend compte dans la pratique que ces patients, ils ont parfois du mal à intégrer ces données, d'abord parce que ça les essouffle et que ça les fatigue, et d'autre part parce que c'est long, et même si la charge thérapeutique a diminué avec les modulateurs, ils ont une vie à côté, ils ont des choses à faire, une vie scolaire, professionnelle, sociale, etc. Et puis on sait aussi qu'après un stage de réadaptation respiratoire, ce qui compte, c'est le maintien des acquis, donc ce qu'on leur suggère, qu'on leur demande de faire, et que dans la pratique, leur demander d'avoir un vélo et de faire 45 minutes de vélo 3 fois par semaine, ça se fait pas. On sait tous comment finissent les vélos, en porte-manteau ou au trocathlon, donc il faut trouver d'autres modalités, un peu plus fun certainement. Et puis aussi, notre population, elle a changé. C'est plus les mêmes mucos. Et c'est vrai que dans toutes les études qu'on voit, il faut regarder la période pour voir un petit peu si c'était avant ou après les modulateurs. Alors, en quelques mots, l'intervalle training à haute intensité, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui va alterner des périodes qui sont courtes, mais d'un effort intense, je dirais même très intense, avec des petits temps de récupération qui sont brefs aussi. Après, on adapte le nombre des cycles, des séances. On peut faire 30-30, 30-45. Enfin, il y a des APA ici qui connaissent ça très bien, en fonction, bien sûr, des individus et des objectifs. Mais ces temps de pause, en fait, ils ont un but, c'est de récupérer à la fois au niveau dyspnée et au niveau musculaire pour optimiser le temps de travail. Donc, c'est une méthode qui est plutôt en vogue. Ça a été très décrit et publié pour les sportifs, mais aussi dans les pathologies, et on va rapidement en parler. En population générale, on va dire en gros, c'est bien toléré. Ça donne des résultats similaires au niveau musculaire, endurance, etc. Mais peut-être moins d'essoufflement, de fatigue musculaire, un temps plus court et puis un plaisir à faire ces activités. Alors, qu'en est-il dans la population générale? Nos mucos, c'est une très bonne chose, ils vieillissent, mais ils peuvent aussi prendre du poids, avoir des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, on sait que dans les populations âgées, l'intervalle training, alors je ne parle pas de la gériatrie, mais dans les populations relativement âgées, ça a été testé, ça marche plutôt bien. Dans les pathologies cardiovasculaires, chez les insuffisances coronariennes stables, ça marche aussi, c'est efficace à la fois sur la VO2, c'est bien toléré sur certains facteurs pronostiques que j'ai pas le temps de détailler. Et puis chez les patients obèses aussi, ça fonctionne. On perd de la masse grasse, mais on perd pas de la masse maigre. Et donc, c'est la pub qu'il y a dans toutes les salles de sport. Venez faire de l'intervalle training, vous allez garder vos muscles, perdre du gras en moins de temps. Voilà. Donc, au niveau médical, comme notre population, au niveau métabolique, elle va changer, ça change aussi. Et puis, quand on parle de métabolique, il faut parler du diabète aussi. Et les diabétologues savent qu'en fonction du type d'effort, les variations de glycémie sont différentes, et les patients aussi. Et ça a été étudié versus travail continu. Et globalement, ça diminue la résistance à l'insuline, ça diminue l'hémoglobine glyquée. On perd du poids, mais c'est plutôt de la masse grasse par rapport à la masse maigre, et ça diminue la glycémie à jeun. Donc des signaux pour notre population muco qui sont plutôt rassurants. Qu'en est-il dans l'insuffisance respiratoire, dans les maladies respiratoires chroniques? Donc la première partie des études, c'était plutôt les années 2000-2010. Il y avait déjà des données plutôt encourageantes sur la dyspnée, la fatigue musculaire,
le temps réduit et le plaisir. Des études plus récentes ne montrent pas de réelle supériorité en termes de résultats, mais c'est bien toléré et en fait on gagne du temps. Et puis la question qu'on peut se poser, parce qu'on a aussi des patients sévères, est-ce qu'avec un VEMS très bas, est-ce qu'avec une hypertension artérielle, une hypertension pulmonaire limite, on est à risque? Vous savez que les cardiologues, parfois, font faire des squats aux patients avant de faire l'écho pour voir si les PAP montent. Donc, est-ce qu'il y a un risque? En tout cas, chez des BPCO très sévères, il n'y a pas de majoration des PAP. C'était des BPCO qui faisaient de l'intervalle training sous oxygène au bout de 10 semaines d'entraînement, avec une petite amélioration de leur fraction d'éjection. Alors, dans la mucose, il y a beaucoup d'études? Non. Il y en a 4-5. Et encore, la première étude, c'est un cas clinique, un ado, intervalle training. Il augmente sa VO2, il augmente son travail. La deuxième étude, c'était fractionné, mais c'était pas à haute intensité. Mais il y avait quand même 23 patients pendant 6 semaines. Et en fait, ce qui était intéressant de voir, c'est que là aussi, les patients, l'entraînement continu, ça leur plaisait pas. Donc, ils avaient fait un groupe de 23 et un groupe de 20 qui, eux, faisaient du fractionné, mais pas à haute intensité, avec quand même une amélioration de leur capacité à l'exercice, un programme qui avait été jugé motivant et moins fatigant. Et puis enfin, une troisième étude intéressante, donc 12 semaines, 12 patients adultes, intervalle training, versus des contrôles, et là aussi une tendance donc à l'amélioration des capacités à l'effort, la distance du test de marche, la force du quadriceps, les PI max, le travail, etc., avec moins de désaturation et de dyspnée. Alors plus récemment, il y a eu une équipe australienne qui a publié en fait 2 fois la même étude. Ils ont d'abord publié leur protocole. Alors, on a vu qu'ils avaient 139 patients. On s'est dit voilà, c'est énorme, 139 patients. En fait, c'est leur cohorte de base et vous verrez qu'à la fin, il y en a que 7 dans chaque groupe. Mais c'est quand même intéressant. Non, en fait, très clairement, si on veut faire des études avec beaucoup de patients, à part certains centres, on peut pas faire des VO2 avant, après pour 139 patients. Donc, soit on prend pas beaucoup de patients et on fait des tas de tests compliqués, soit on essaie de prendre beaucoup de patients, mais on n'a pas la possibilité de faire des tests très compliqués. Donc, ils faisaient de l'intervalle training 3 fois par semaine, 10 minutes. Donc, ça fait 30 minutes par semaine pendant 8 semaines. Et l'autre groupe, en fait, ils n'avaient pas d'entraînement spécifique, mais il y avait un kiné qui les appelait, soit SMS, soit mail, soit téléphone, et qui essayait de les motiver à faire de l'activité. Donc, il mesurait à la fois le temps limite sur une épreuve en plateau, mais aussi le travail maximal sur une épreuve en rampe, avec d'autres critères de jugement. Et donc, à la fin, ils avaient 14 patients. Et dans le groupe ET, on voyait une augmentation de leur capacité d'exercice en quantité. C'était la durée durant laquelle ils tenaient pour le test, et c'était à peu près 3 fois la MCID, donc c'est quand même pas mal, mais aussi pour la charge en watts, puisque de mémoire, ils passaient de 180 à 250 watts à la fin du test, avec un bon score de qualité de vie, mais après, il n'y avait pas d'autres différences pour le VEMS et pour d'autres critères que j'ai pas le temps de détailler, et puis une légère douleur musculaire après l'exercice. En fait, c'est des courbatures, quoi, tout simplement. Donc, c'est 4 patients sur 7. Ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, 93% des patients avaient apprécié et avaient complété ce programme. Voilà. Donc nous, on s'est dit, on va essayer de voir ça dans nos 2 centres avec les patients que vous nous avez confiés. Et donc, Sophie. Merci à vous. Donc, comme c'est vrai que dans ce contexte, avec une littérature encore assez pauvre, et puis des patients qui, des fois, dans leur salle de sport ou chez eux, avaient déjà opté pour ce mode de réentraînement fractionné à haute intensité, mais sans réel contrôle, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de s'intéresser à la faisabilité et la tolérance d'un programme fractionné à haute intensité. Donc, j'ai eu la chance de coordonner cette étude qui a été menée dans nos 2 CRCM et qui a reçu le soutien de Vaincre la mucoviscidose. Donc, on a commencé en septembre 2021 avec une période d'inclusion de 2 ans et on visait 100 patients. Donc, l'objectif principal, je vous l'ai déjà donné. Et pour apprécier la faisabilité, on s'intéressait à la compliance aux séances de réadaptation, la tolérance étant appréciée au travers du relevé des événements indésirables, du mesure de la dyspnée et de la fatigue musculaire via des échelles de Borg au repos et sur des bilans biologiques du dosage des CPK.
On s'était fixé aussi pas mal d'objectifs secondaires. Donc, toujours, quand on s'intéressait à la faisabilité et la tolérance, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de distinguer certains profils de patients, notamment en fonction de la sévérité de l'atteinte pulmonaire, le fait d'être ou non sous modulateur, d'être ou non diabétique, d'être dénutri. C'était intéressant de voir si E.T. faisait bien, moins bien que le groupe contrôle. Et donc, on l'a apprécié au travers de différentes mesures, la capacité respiratoire avec le VMS, le test de marche, la force et l'endurance musculaire du quadriceps, la composition corporelle grâce aux résultats de l'impédance-métrie, et une analyse un peu plus fine de la dyspnée au travers de l'échelle, donc avec le profil multidimensionnel de la dyspnée. On s'est intéressé également à l'impact éventuel du protocole E.T. versus contrôle sur l'évolution de la glycémie chez les patients diabétiques. Tous les patients diabétiques sous insuline étaient équipés d'un holter glycémique avec des mesures au début de la séance, temps intermédiaire, à la fin et puis à distance. Important également d'évaluer l'impact de ces programmes sur des critères de qualité de vie, d'anxiété, dépression, et aussi du ressenti par rapport à la pratique de l'activité physique. Donc on s'est servi de notre outil qu'on vous avait présenté, la fameuse étoile des mers. Et enfin, s'intéresser à la satisfaction des patients à l'issue du séjour au travers d'une échelle de satisfaction. Donc, les critères d'inclusion, donc des patients adultes atteints de mucoviscidose, admis en hospitalisation complète pour un séjour de réhabilitation respiratoire, qui n'étaient ni transplantés ni en attente de greffe, en état pulmonaire stable, en capacité de participer au programme d'entraînement proposé, de les comprendre et de respecter le protocole, et ayant bien sûr signé avant la procédure de consentement. Ne pouvaient être inclus donc les patients sous tutelle ou curatelle, les femmes enceintes, les patients dialysés, les patients qui avaient débuté leur traitement par modulateur moins de 4 semaines avant l'entrée en séjour, et enfin les patients qui souffraient d'une hypertension artérielle pulmonaire significative. Donc un essai randomisé en ouvert, donc 2 bras de randomisation, et une durée d'étude pour chaque patient qui était de 3 semaines. Donc, en dehors des séances de réentraînement, toutes les autres activités proposées étaient similaires dans les 2 groupes. Donc les séances de réentraînement étaient faites sur bicyclette ergométrique et toujours supervisées par un professionnel de santé. Alors dans le groupe E.T., les patients font 3 fois par semaine une séance à haute intensité, après un petit temps d'échauffement. Ils alternaient 30 secondes de travail et 30 secondes vraiment de repos strict. La première séance était effectuée à 80% de la fréquence cardiaque maximale. Et si c'était bien toléré, on augmentait progressivement la charge pour les faire travailler à 100% de la fréquence cardiaque maximale. Mais sur une même séance, on ne changeait pas l'intensité. Il y avait toujours un temps de récupération. Entre ces séances E.T., on a inséré des séances placebo, 2 fois par semaine, des séances d'entretien quasiment à vide. Pendant ce temps-là, le groupe contrôle effectuait le réentraînement tel qu'on avait l'habitude de le faire auparavant dans nos centres, à savoir 5 fois par semaine, de leur réentraînement endurance en continu, là aussi avec un petit échauffement. Un travail en continu, les premières séances étaient souvent 20 minutes, et puis ça augmentait pour atteindre au mieux 30 minutes en fin de séjour, avec là aussi un temps de récupération. Donc 67 personnes ont été présélectionnées, dont 62 ont pu être randomisées et considérées dans la population d'intention de traiter, 31 dans chaque groupe. Mais une personne dans le groupe contrôle a retiré son consentement avant la fin de l'étude et n'a pas réalisé toutes les visites. Donc vous voyez là la population de l'étude, qui est avec des groupes contrôle et interventionnels qui sont homogènes concernant les principaux indicateurs. Ce n'est pas une surprise, mais vous noterez que près d'un tiers de cette population est diabétique et qu'on a une très forte proportion de patients sous modulateur et encore près d'un quart de patients avec une fonction respiratoire assez altérée de moins de 40%. Donc, pour passer aux résultats, en ce qui concerne l'objectif principal de faisabilité, la bonne nouvelle, c'est que la compliance globale aux séances d'activité physique, elle est significativement plus élevée dans le groupe E.T. que dans le groupe contrôle. Nous n'avons eu à déplorer aucun événement indésirable grave. Il n'y a pas de différence quand on regarde l'ensemble des événements indésirables entre les 2 groupes, mais tout de même un tout petit peu plus d'événements indésirables d'intensité modérée dans le groupe contrôle.
On a noté, mais c'est vraiment à la marge, hein, un peu plus d'événements indésirables dans le groupe IT d'intérêt particulier, en particulier pour un patient, des épisodes récurrents d'hypoglycémie non symptomatiques et qui en fait étaient plus liés des problèmes de capteurs. La bonne nouvelle, c'est que ces événements indésirables n'ont pas ou quasiment jamais entraîné de modification du programme, avec seulement moins de 10% d'arrêt temporaire. Donc, IT ne provoque pas davantage de dyspnée ni de fatigue musculaire au repos et n'entraîne pas non plus de variations de CPK. C'est un peu différent quand on s'intéresse par sous-groupe. En effet, chez les patients qui ont une atteinte respiratoire sévère et qui ont participé au protocole IT, on note une augmentation faible mais quand même significative de la dyspnée, alors que dans le groupe contrôle, le niveau d'atteinte pulmonaire n'a pas d'incidence sur l'évolution de la dyspnée. De même, chez les patients qui n'avaient pas de modulateur et qui étaient inclus dans le groupe IT, il y avait une évolution défavorable de l'indice de dyspnée de Borg au repos avec une altération d'un peu plus de 2 points, c'était significatif, et de la fatigue musculaire, et là, ce n'était pas significatif, alors que les patients sans modulateur qui étaient dans le groupe contrôle, eux, avaient une amélioration de l'indice de dyspnée du repos par rapport aux patients traités qui... On n'a finalement pas étudié en détail l'état nutritionnel parce qu'on avait vraiment très peu de patients dénutris au sein de notre cohorte. Par contre, le diabète ne semble pas moduler la faisabilité ou la tolérance de ce type de programme de réentraînement. Donc, on a suivi donc, chez les patients diabétiques l'évolution de la glycémie au cours des séances d'activité physique. Logiquement, on assiste à une diminution de la glycémie pour les 3 temps, hein, à partir du T0. Et par contre, on a observé une remontée de la glycémie un peu plus rapide dans le groupe IT, même si là non plus, ce n'était pas significatif. Alors pour ce qui concerne l'efficacité, ça nous a rassurés quand même sur nos programmes. Hein. Il y a une amélioration des principaux paramètres étudiés, hein, notamment le test de marche avec des différences significatives dans les 2 groupes. Sur le VMS, c'est à la marge. Il y a une amélioration de la force du quadriceps dans les 2 groupes, mais il n'y a pas de différence entre les groupes. Ça a été une surprise quand même et un peu une déception, c'est qu'on n'a pas observé de modification de la composition corporelle, quel que soit le groupe de réentraînement, une petite prise de poids dans le groupe contrôle, mais qui n'était pas significative. Quand on s'intéresse au profil multidimensionnel de la dyspnée selon les 3 scores, d'inconfort, la composante sensorielle, la composante affective, là non plus, il n'y avait pas de différence entre le début et la fin de séjour et pas de différence entre les groupes. Alors, pour ce qui est des critères de qualité de vie, anxiété, dépression, alors on s'est appuyé sur le classique questionnaire CFQR, hein. Il y a une amélioration dans les 2 groupes des sous-scores physique, psychique et énergie. Mais dans le groupe IT, à l'issue du séjour, le poids du traitement apparaissait significativement moins lourd. Il y a une diminution du score d'anxiété dans les 2 groupes, mais pas de différence d'évolution entre les groupes. Le score de dépression diminuait significativement dans le groupe contrôle, mais ce n'était pas significatif dans le groupe IT. Et là encore, il n'y a pas de différence d'évolution. Alors pour ce qui est du ressenti, donc on s'est appuyé donc sur notre outil favori, hein, l'étoile de mer. Hein, donc il y a une amélioration globale, hein, du ressenti de la pratique de l'activité physique et qui dans le groupe IT portait sur davantage de domaines que dans le groupe contrôle. Pour ce qui est de l'échelle qu'on a appelé de plaisir relatif à l'activité physique, là par contre, ça peut paraître contradictoire, mais le score était nettement plus faible dans le groupe IT et on a quelques suggestions, enfin quelques explications à ça. En tout cas, ce qu'on pouvait voir, c'est que cette notion de plaisir à l'activité physique n'était pas impactée par l'atteinte pulmonaire, par le fait d'être diabétique ou le fait d'être ou non submodulateur. Donc on peut dire que IT, pour la population en général, muco, est faisable avec une très bonne compliance, bien tolérée, mais peut-être quand même un peu moins bien tolérée chez les patients avec une atteinte respiratoire sévère ou en absence de traitement modulateur, sous réserve quand même d'un sous-groupe sans modulateur qui était très faible, mais qu'on n'a pas fait émerger de grandes différences sur les paramètres cliniques et les critères qualité de vie entre ces 2 groupes. Mais bon, ici, c'est un programme de réentraînement plus court qui fait aussi bien que le programme de réhabilitation classique.
chez la grande majorité de nos patients, et donc ça peut représenter une alternative intéressante à proposer. Notre étude a des limites, hein, on l'a dit, on n'a pas atteint nos 100 patients, mais dans ce domaine de réhabilitation et mucoviscidose, je dirais que 62 patients, on n'est pas ridicule. On a pâti, c'est vrai, de l'effet post-Covid et aussi, mais on s'en réjouit, hein, de l'avènement des modulateurs qui fait que le recours au séjour de réhabilitation respiratoire en hospitalisation complète a été moindre. J'ai déjà parlé du fait qu'on avait peu de patients sous modulateur. Alors, un point discutable, hein, c'est la durée qu'on avait choisie pour ce programme de réentraînement qui était de 3 semaines, qui nous a permis de valider la faisabilité et la tolérance, mais qui est très certainement trop court pour faire émerger des différences. Mais c'est vrai que c'est le fonctionnement habituel de nos unités et que c'était une façon de mener à bien ce protocole sans bouleverser complètement l'organisation du service. Donc, un programme sécure, peut-être moins bien adapté aux patients les plus sévères ou sans modulateur. Bien sûr, il y aurait tout intérêt à prolonger cette étude ou à la proposer justement pour les patients qui se réentraînent en ambulatoire. En tout cas, comme l'a dit Laurence, c'est une alternative qui semble intéressante au nouveau profil que présentent nos patients, qui est moins chronophage. Enfin, ce n'était pas le but premier de cette étude, mais ça réaffirme quand même l'intérêt de nos programmes de réhabilitation. Mais il nous incombe maintenant de diversifier ces programmes en proposant de nouvelles modalités. Moi, je tenais une nouvelle fois à vous remercier tous parce que vous nous avez confié vos patients et merci aux patients qui ont accepté de remplir tous ces questionnaires et à nos équipes. C'est un binôme de presqu'île. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ouais. Pierre-Régis Burgel. Merci à tous les deux. D'abord, bravo, parce que c'est des études qui ne sont pas faciles à faire et vous avez été au bout, c'est vachement bien. Deux questions. La première, peut-être tu l'as dit, mais j'ai peut-être pas été assez attentif. Vous avez au départ calculé un effectif de 100 malades. Sur quoi ça a été calculé? Parce que ce n'est pas nécessairement un problème de ne pas l'avoir atteint. Et avant que tu répondes à ça, la deuxième question, comment on fait pour faire ce type de programme en ambulatoire? Alors, sur la méthode statistique, j'avoue que je m'en étais remise à Marion qui gère ça. Et ça, alors, c'était pas obligatoire en effet, mais c'est... C'est là, Marion. Et alors, j'ai ça dans le papier écrit, mais ouais. Comme ça, on ne saurait pas le dire, mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de MCID pour ces paramètres-là dans la muco. Donc, en général, on prend les MCID, j'arrive jamais à le dire en français, mais des BPCO ou des autres, et on essaie de l'adapter, etc. Voilà. C'est pour ça, 100 malades, c'était peut-être pas indispensable. Oui, on était très ambitieux. Mais il faut, voilà. Après, juste une petite remarque. Le moment difficile, c'est bon, les patients, ils ont été prévenus une semaine avant, ils arrivent pour leur stage, on leur explique et tout, on dit bah voilà, maintenant il va y avoir un tirage au sort. Et quand on revenait et qu'on leur disait vous êtes dans le groupe contrôle, ils étaient déçus, mais c'était incroyable quoi. Et voilà, vous avez vu pour le Starfish là, ils sont c'est amélioré, ça va bien, etc. Puis en fait, sur le ressenti, là, le questionnaire PACES, au début, on s'est dit, mais pourquoi, quand on a vu les résultats des études, nous, on a été déçus de voir que c'était moins bien. Et en fait, en reprenant le verbatim des patients, ils avaient, sur les 5 jours pleins, puisqu'ils se reposent le week-end, ils avaient 2 séances à vide, et c'est ça qu'ils n'ont pas aimé, en fait. Ils n'ont pas aimé, alors qu'on leur avait expliqué la raison physiopathologique, de se reposer, etc. En fait, ceux qui faisaient le IT, l'intervalle training, ils auraient voulu le faire tous les jours. Voilà. Après, on dit ouais, qu'il se passe des choses à la fin de la séance qui continuent, et voilà. On était parti sur ça. On a toujours, pour toutes les études, des regrets après de se dire ah, mais si on avait fait ci. Et donc, l'organisation ambulatoire? Alors, on pourrait l'envisager, d'ailleurs, comme sur le modèle de l'étude qu'on avait proposée, avec un suivi... Enfin, souvent, les visites initiales d'évaluation sont faites en centre,
Et après, les patients se réentraînent avec des directives un petit peu en termes de fréquence cardiaque seuil, de durée d'intervention, et peuvent être suivis à distance éventuellement par les APA et ça s'est fait. Hein. On va vers Ouais. il va y avoir des études là qui commencent sur la téléréhabilitation, etc. Mais je pense que quand même au départ il faut faire un bilan, voire même faire quelques séances d'essai pour voir comment ça se passe, être sûr qu'ils n'aient pas une hypertension pulmonaire, qu'ils savent gérer leur diabète, etc. Parce que quand ils sont plus en centre, s'ils font une hypo, s'ils font un malaise, etc., faut pas que le kiné ou l'APA soit en difficulté. Ah, bien sûr, mais ce que je suggérais, c'est peut-être que vous devriez proposer un programme ambulatoire national qui puisse être approprié par les centres, mais qui puisse être homogénéisé entre les endroits, c'est tout. Oui, oui. Moi, j'ai deux petites questions. Sur la dyspnée, vous l'évaluez à quel temps durant le séjour? L'évaluation de la dyspnée? Alors, on avait fait le choix de l'évaluer premier jour, au moment du bilan d'inclusion et à la fin du séjour. Et c'était vraiment, je l'avais précisé, de la dyspnée au repos. Alors, on les interrogeait pendant l'idée, c'était de voir vraiment l'impact de ces 3 semaines de réentraînement sur leur niveau de dyspnée de base. On les interrogeait de façon informelle pendant la séance en termes de tolérance, comment ça se passe et tout ça, mais l'indice de suivi, c'était la dyspnée de repos. Et l'autre question, c'était finalement le ressenti de vos équipes et est-ce que ça a changé des choses dans vos pratiques au quotidien? Alors, oui. C'est pas super évident de le mettre en place après parce qu'on a parfois des groupes très hétérogènes de patients et en fait c'est très chronophage d'être sur le vélo, de passer de 100 watts à 20 watts, voilà. Et il faut avoir aussi du matériel adapté. Alors c'est vrai qu'il y a des vélos dans les salles de sport qui font, mais c'est pas forcément adapté aux patients puisque là on essayait un peu de le faire sur mesure. Donc ça nécessitait de beaucoup appuyer sur les boutons et ça nécessite du temps de présence, quoi. Oui. Est-ce que vous avez prévu dans votre étude, qui est très intéressante, d'évaluer les modalités d'entretien? Je veux dire, est-ce que l'ITI aboutit à un entretien post-stage plus important que le conventionnel ou est-ce que c'est un projet sur une autre étude? Non, on l'a pas fait et d'autant que il y a quelques patients de nos CRCM, mais en fait c'est des patients de vos CRCM et on n'a pas mis en place le suivi à distance, même si dans les 2 CRCM on a des moyens par des soignants en fait de rappeler 2 mois après, 6 mois après où tu en es, est-ce que tes projets ont abouti, etc. Mais non, C'est vrai que le temps on a du temps d'enseignants APA financés par VLM et qu'on a beaucoup mobilisé sur la préparation du retour à domicile. Ils partent normalement avec un programme qu'ils vont respecter ou non, mais on les a aidés à trouver à proximité de leur lieu de vie les endroits où ils peuvent se réentraîner, soit des cadres associatifs, faire le lien avec des associations type Étoile des Neiges, et ces enseignants APA, quand les patients le souhaitent, proposent éventuellement d'appeler de temps en temps, mais ça ne va pas au-delà de cet accompagnement, de ces petits rappels, ces petits conseils. Mais ce serait, parce que c'est vrai, on l'a dit, l'intérêt, c'est le maintien des acquis. Et ça, on n'est pas bon là-dessus. Dernière question. Distance à distance, n'a pas non plus de question. Merci. Merci. Merci beaucoup.